7 juin 1989. Sri Aurobindo disait « plus dur que du diamant ». Ces masses plus dures que du diamant qui creusent, s'enfoncent inexorablement à travers ce basalte corporel. C'est du basalte, B majuscule. C'est si difficile et insupportable. Est-ce mon corps qui est comme du basalte ou, je ne sais pas, l'enveloppe terrestre? D'une certaine façon, je comprends, entre guillemets, ces masses de foudre ou de diamants, mais je n'arrive pas à comprendre comment le corps peut être si dur que cela, cet inimaginable basalte. Apparemment, il est aussi fragile qu'une feuille dans le vent. Mais quand ça creuse à travers ce basalte, c'est une sorte de supplice pour le corps. Ce n'est pas de la psychologie, ce sont des muscles, des tendons, des vertèbres. On peut avoir une psychologie terrestre si on a la conscience un peu large, mais comment peut-on avoir un corps terrestre? Évidemment, il n'est pas différent du corps chinois, russe, américain, ou certainement breton, mais c'est peut-être ce mur de mensonges mortels. Mais alors c'est toute la terre qui est là-dedans. Il y a des secondes si périlleuses. La puissance divine, je comprends, entre guillemets, mais la puissance de cette résistance de fer, cela me dépasse. Alors je suis comme un bois d'allumettes là-dedans. Cette résistance de fer, ce doit être le quelque chose qui fait la mort de tout. Comme les murs du camp de concentration font la mort de tout ce qui est dedans. Alors les uns vous diront que c'est le typhus qui a causé la mort, d'autres diront que c'est le cœur ou la dénutrition ou je ne sais quoi, mais en fait ce sont les murs qui ont fait la mort. C'est-à-dire que toute leur médecine et leur science ne connaissent nullement la cause. Ou ils vous diront simplement, entre guillemets, tous les hommes sont mortels. 8 juin 1989. Les masses étaient si fortes à travers ma tête ce matin que je voyais deux Sri Aurobindo l'un au-dessus de l'autre pendant près de 10 minutes. Alors il me regardait bien. Il avait 4 yeux. Drôle de vie, qui n'est pas la vie et qui n'est pas la mort. Cet après-midi, au bout de 45 minutes, de nouveau, il y a eu ce phénomène des masses flottantes. Je devrais plutôt dire du dos flottant. Au lieu de forer à travers ce bloc de ferraille, les masses roulaient et ondoyaient presque à travers ses os et ses muscles, comme si la résistance était partie ou comme si quelques couches de fer étaient subitement traversées. Mais je n'ai pas continué longtemps parce que j'étais déjà très fatiguée au bout d'une heure. Le phénomène s'était aussi produit le 2 juin, mais je ne l'ai pas noté parce que on devient méfiant des merveilles fugitives. Note de bas de page. Si, j'avais noté le fait sur un bout de papier à part. 2 juin 89. Un corps rond et gonflé comme un ballon d'air, sans eau ni rien. J'avais de l'air à la place du dos. Ça n'a duré que quelques secondes, mais c'était une sorte d'air, entre guillemets, puissant et léger. Mais il semble que ce phénomène réapparaisse de temps en temps.
On dirait que c'est la substance du corps qui change. En tout cas, c'est la ferraille qui n'est plus là. Il faut voir la courbe, comme dirait Mère. Zia représentait la cruauté. L'ayatollah représentait la cruauté. Et les Chinois, essentiellement, représentent la cruauté. C'est ça qui sort. C'est bien la dernière racine, la plus profonde. La main divine, M majuscule, a commencé par Zia. Il y avait cet ouragan fantastique, cosmique pourrais-je dire. 9 juin 1989, c'est un tel écrasement, jusqu'où ça ira? 10 juin 1989, Barbie a transmigré en Chine. Quand cette horreur, H majuscule, sortira-t-elle de la terre? Le seul salut, c'est le prochain pas de l'évolution. Il faut le faire. Sinon, une fois de plus, la barbarie engloutira la terre. Est-ce que l'Inde sera épargnée? The Hindu, 10 juin. Chasse aux leaders étudiants. Tokyo, 9 juin. Les autorités de la loi martiale ont ouvert des numéros d'appel téléphoniques en exhortant la population à fournir des informations sur les éléments principaux des, citation, émeutes contre-révolutionnaires. Le terme officiel pour les leaders étudiants et ouvriers pourchassés par les militaires et la police. La radio d'État ne cesse de diffuser le numéro de téléphone où les autorités de la sécurité publique peuvent être jointes. The Hindu, 11 juin. Le principal leader chinois, M. Deng Xiaoping, serrant la main aux officiers de l'armée populaire de libération vendredi dernier à Pékin, tandis que le précédent président, M. Li Xiannian, à gauche, regarde. À l'occasion de sa première apparition publique depuis 3 semaines, dans un discours aux officiers, M. Deng a fait l'éloge de la répression militaire du mouvement pro-démocratique. La radio de Pékin a annoncé que les officiels ont reçu 167 rapports importants depuis hier après-midi sur les numéros d'appel téléphoniques destinés aux citoyens voulant donner des informations sur des incitations à l'agitation sociale. Exactement les méthodes nazies de dénonciation. 11 juin 1989. Cet après-midi, pendant 1 heure, le corps s'est tordu dans tous les sens, comme un serpent dans un volcan de foudre et de feu. C'est effrayant. En lettres majuscules, je sais que c'est toi. Que ce malheur et ce mensonge puissent changer. Ce n'est pas possible, la terre va bouger. C'est le Veda qui descend. Soir. L'étrange est d'être encore dans un corps matériel. La terre va bouger, mais ce ne sera peut-être pas d'une façon charmante. Que vont faire les nazis chinois? This time, something will be done, disait Sri Aurobindo dans son langage si discret. Cette fois-ci, quelque chose sera fait. 13 juin 1989, nuit du 12-13 juin. Vu quelque chose de bizarre. Un bloc de fer gris-noir, de forme géométrique, dont je ne saurais évaluer la dimension,
Ce bloc tirait sur le noir plus que sur le gris, c'était mat. Et ce bloc passait à travers mon corps. Ou était-ce mon corps qui passait à travers lui? Cela aurait pu être écrasant, mais c'était fluide, un peu comme de la foudre en masse. C'était solide pourtant. Et au moment où ça passait à travers mon genou droit, il y a eu une sensation particulière que je ne saurais définir. Puis instantanément, comme faisant partie de la même vision, ou du même fait plutôt, j'ai vu un énorme ou très grand brasier ou foyer rougeoyant. Je ne saurais pas non plus évaluer les dimensions car il n'y avait pas de repère. Et je voyais clairement dans ce foyer une énorme poutre ou tronc rougeoyante comme de la braise, mais sans les flammes, comme quelque chose qui est incandescent. C'est tout. Cette poutre était en travers du foyer. Cela ressemble beaucoup à ce qui se passe. Ce que Sri Aurobindo appelait transformation, c'est, je crois, la traversée de ce mur. J'aime mieux le mot transmatérialisation. C'est la matière qui passe de l'autre côté, sans cadavre. À moins que ce ne soit l'autre côté qui envahisse notre matière. C'est cela l'Apocalypse. PS. Quand on voit les Chinois à l'œuvre, entre guillemets, on serait tenté de se dire qu'il faudrait une nouvelle période glaciaire. Cela me rappelle qu'en 1946, au gouvernement de Pondichéry, dans ma première lettre que j'écrivais à mon ami d'enfance, Jean Navarro, l'avocat, je lui disais « Nous sommes à l'aube d'une nouvelle période glaciaire ». Il vient de drôles de choses sous la plume. Mais je m'en souviens encore plus de 40 ans après, cela m'avait frappé. Nuit du 18-19 juin 1989. Rencontrer Rajiv Gandhi. Il y avait une petite table entre nous. J'allais parler, puis je lui ai dit en passant ma main sur mon front « Oh, je ne sais plus ce que je voulais dire !» Point d'exclamation entre parenthèses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication. Puis quand j'ai eu tourné le dos, mais je voyais dans mon dos, il a craché par terre. Ça devient de plus en plus difficile, inexorable. On dirait que les Chinois sont dans mon dos. Si c'est le dernier jalon pour la Terre, ce doit être aussi le dernier jalon pour moi. Un écrasement de fer. C'est tout à fait le Grim Foundation Stone, l'inexorable pierre de fond. Durée, durée. Nuit du 19 juin 1989. Une grande prison souterraine, comme un immeuble de 7 à 8 étages, atmosphère de camp. Je prenais l'ascenseur, en fer dans une obscurité totale. Arrivé vers le 6e ou 7e étage en bas, j'ouvre cette porte de fer pour sortir. Je m'aperçois qu'auprès de moi, dans l'ascenseur, il y avait une gardienne ou je ne sais quoi, dont je ne voyais qu'un bout de doigt avec son ongle peint d'un émail rouge vif ou rouge sang. C'est tout ce que je voyais d'elle. Je savais qu'il y avait encore un étage en dessous, un seul. Mais je me suis arrêtée là pour descendre. Ce bout de doigt de la gardienne, juste une phalange, était blanc avec son ongle rouge. C'était comme un index. Peut-être me montrait-elle que je devais descendre là. C'est réconfortant de penser qu'il ne reste plus qu'un étage. Et après, qui sait? La liberté terrestre.
Ce qui est merveilleux, c'est qu'il me montre, I majuscule, Sri Aurobindo Maher, ils veillent sur moi, ils savent ce que je sens. Cet ascenseur, ou descenseur plutôt, c'était tout à fait comme un puits de mine. C'est peut-être cette écluse centrale. 20 juin 1989. Avant-propos au carnet, point d'interrogation 2 fois. Le fait fondamental de la vie, c'est la mort. Or, il me semble que rien ne peut être dans l'univers que pour la joie. Une création pour la mort et la douleur est un non-sens. Et il me semble tellement évident, de plus en plus évident, que ce corps animal produit par l'évolution et fabriqué par la mort, d'innombrables morts, n'a pas d'autre sens que de trouver le secret de la non-mort et de la joie dans ce corps, même issu de la mort. Ce sens, notre espèce ne l'a pas trouvé. Quand une espèce manque de trouver son sens, elle meurt ou elle se détruit elle-même. Les religieux et les scientifiques nous ont égarés. La science et les religions nous ont rendus infirmes de nos propres moyens et de notre propre secret, en nous renvoyant au ciel ou à la mécanique utilitaire. Oui, il y avait Socrate. Ils ont assassiné Socrate. 21 juin 1989. Je tente d'écrire, commencer à écrire, l'avant-propos à ces carnets, le crépuscule des hommes. 24 juin 1989. Cette crampe de fer se reforme dans mon dos. J'ai lutté, on ne sait plus quoi faire. C'est une supplication dans le corps pour pouvoir continuer. Ici, dans le fond de la matière, on est dans une obscurité si totale. On dirait que la seule chose dont elle est capable d'être consciente, c'est la douleur. C'est un défi d'écrire cet avant-propos dans l'état où je suis. Ai-je tort? Ai-je raison? Sujata me dit qu'il faut matérialiser. Et après, peut-être, je ne pourrai plus le faire. Après, quoi? 27 juin 1989, soir. Chaque jour, je m'attends à une désintégration et suis surpris de me retrouver debout. C'est peut-être une désintégration à petite dose. Juillet 1989. Chronologie des événements mondiaux. 3 juillet, Liban. Les formations pro-syriennes annoncent un cessez-le-feu et la levée du blocus terrestre imposé depuis mars dernier aux régions chrétiennes. Les bombardements continuent. 6 juillet, Europe. À Strasbourg, Mikhail Gorbatchev s'adresse aux membres du Conseil de l'Europe pour développer son concept de maison commune. Israël. 14 Israéliens meurent dans l'accident d'un bus provoqué par un Palestinien. 7 juillet, Chine. Le gouvernement proteste énergiquement contre la diffusion dans la presse française d'une déclaration de 2 dirigeants de l'opposition en Chine, Yang Jieqi et Huer Kaixi, Kaixi, USA. Le président George Bush reste opposé à des négociations sur les armes nucléaires tactiques. 11 juillet, Grande-Bretagne. Mort à l'âge de 82 ans de Laurence Olivier, acteur shakespearien par excellence. 13 juillet, Autriche. Abdelrahman Qassemlou, secrétaire général du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran, est tué à Vienne. 14 juillet, Malaisie.
Les autorités ont rejeté à la mer plus de 800 réfugiés de la mer vietnamiens débarqués sur les rivages malais au cours des dernières semaines. 16 juillet, Chine. Des inondations dans la province du Sichuan ont causé la mort de plus de 700 personnes. Autriche. Mort du chef d'orchestre Herbert von Karajan. 17 juillet, USA. Premier vol du bombardier B-2, réputé invisible. 19 juillet, France. Marie-Madeleine Fourcade, ancienne chef du réseau Alliance dans la Résistance, est décédée à l'âge de 80 ans. 20 juillet, France. 5 dissidents chinois qui ont réussi à fuir leur pays annoncent à Paris la création d'un front démocratique pour renverser par des moyens pacifiques le régime de Pékin. USA. George Bush donne le coup d'envoi de la reprise des explorations spatiales. La planète Mars est visée au cours du prochain millénaire. 25 juillet. Italie. En Adriatique, un tapis d'algues gluantes, épais parfois de 10 cm, empêche l'oxygénation de l'eau et compromet la vie du milieu marin. 27 juillet, Israël-Liban. Un commando héliporté israélien enlève, dans le sud du Liban, un dignitaire religieux du Hezbollah pro-iranien, Cheikh Abdelkarim Obeid. 28 juillet, Iran. Le président du Parlement, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, est élu président de la République avec plus de 90% des suffrages. Canada. 2 millions d'hectares de forêts ont été détruits par des incendies. 29 juillet. URSS. 3 ans après la catastrophe de Tchernobyl, le Parlement de la Biélorussie a recommandé l'évacuation de 106 000 personnes des villages de la zone contaminée. Nuit du 30 juin, 1er juillet 1989. Vu ceci, j'étais assis à la porte de ma chambre ici, sur les marches, et je regardais une petite fille qui jouait, l'impression qu'elle jouait à la balle ou au tennis, je ne sais pas, enfin elle jouait. Puis cette petite fille, une douzaine d'années, s'est approchée de moi, toute souriante, et avec une tendresse qui faisait vibrer mon cœur. C'était si doux et tendre. Je lui ai donné une fleur d'amaryllis blanc que mère a appelée conversion. En moi-même, je me disais, tiens, pourquoi lui ai-je donné une fleur ? C'est toujours cette conscience tout à fait matérielle d'ici qui voit ces choses et les regarde avec les yeux d'ici. Et j'ai l'impression que cette petite fille, c'était mère. Quand je lui ai donné cette fleur, j'ai l'impression que Sujata était derrière moi. Puis la petite fille m'a entraînée dans un coin du jardin où il y avait 2 hauts murs en angle. Pourtant, à Land's End, il n'y avait de mur nulle part. Et elle m'a dit d'un ton tout à fait irréfutable, me montrant ce coin, « On va planter un grand arbre là. » En moi-même, j'ai pensé, mais ça va casser les murs. Puis soudain, la petite fille est partie, comme pour chercher l'arbre, point d'exclamation entre parenthèses. Et elle était dans un soleil éblouissant, enveloppée, sauf la tête et les pieds, il me semble, d'un petit nuage blanc, tout blanc. Et je me disais en moi-même, mais le soleil va faire fondre son nuage. Et son visage, le visage de cette petite fille, était tout doré, souriant, riant, enfin toute joyeuse. C'était plein de soleil, comme si moi j'étais dans l'obscurité par rapport à ça. Note de bas de page, je me demande si ce soleil n'est pas le jour, J majuscule, des Védas. Notre lumière semblait obscure à côté de cela. Ce n'était pas un soleil brûlant, c'était un soleil, S majuscule, très doré en italique.
Je ne voyais pas le soleil d'ailleurs, mais je voyais sa lumière. Un ensoleillement inconnu d'ici. Qu'est-ce que c'est que ce grand arbre qu'on va planter là? Où là? Si elle avait voulu me faire comprendre qu'il s'agissait d'un pays de la terre, l'Inde par exemple, elle me l'aurait fait comprendre autrement. Pas ce coin de jardin qui était comme à Land's End. Mais il n'y a pas de mur dans mon, entre guillemets, jardin. Et quels sont ces murs qui vont casser? C'est drôle cette conscience matérielle qui regarde des deux côtés comme si c'était la même chose avec le même regard. Et alors la qualité de ces visions, c'est qu'elles sont extraordinairement brèves, comme le temps d'un coup d'œil physique, au point que l'on se demande, mais voyons, ai-je bien vu?